Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les articles qui nous paraissent les plus importants de la convention collective en dehors de la classification d'emploi. Ce sont des articles qui ont été négociés et qui ont créé des droits nouveaux ou apporté un éclairage nouveau sur un certain nombre de sujets. Donc, je vais parler d'abord des droits individuels et collectifs. Alors, aujourd'hui, dans la Convention collective nationale, ce qui a été prévu, c'est de pouvoir mettre en place notamment des heures de délégation pour les salariés qui ont un mandat dans les commissions paritaires hygiène, sécurité et conditions de travail. Ces heures de délégation donc, sont au nombre de 4 par mois sur 2 mois, sur 2 mois glissants. Donc, c'est-à-dire au maximum 8 heures de délégation qui viennent se rajouter aux heures de présence en réunion de ces PHSCT. Pourquoi ce crédit d'heures? C'est simplement pour que les salariés puissent exercer pleinement leur mission dans le cadre des commissions paritaires. Par contre, ces heures de délégation donc, peuvent être utilisées par le salarié dans les temps impartis. Mais par contre, les temps de déplacement, les frais de déplacement ne seront pas à la charge de l'entreprise. Nous sommes bien d'accord sur ce point-là. La Convention nationale reprécise aussi que les salariés qui ont des mandats, alors je pense à des choses particulières comme un élu chambre, un élu MSA, un conseiller prud'homme, un membre du comité paritaire régional au CAPIAT, le temps de jury, notamment pour les CQP. Donc ces temps-là, autorisation d'absence à la condition de fournir une invitation. Et l'employeur ne peut et ne doit surtout pas refuser le déplacement du salarié. Ce serait considéré comme un délit d'entrave. Ensuite, le salarié peut aussi faire valoir des absences pour raison syndicale. Alors, le terme est vaste, hein, mais l'idée, donc là, c'est du temps qui n'est pas rémunéré par l'entreprise. C'est du temps qui pourra être récupéré dans un délai de 3 mois. Alors, l'articulation, en fait, on utilisera le régime des heures perdues qui sont prévues dans l'accord de 1981. Donc voilà, on va payer les heures par anticipation, elles seront récupérées par la suite et au tarif normal. Donc je ne reviens pas sur comment on calcule ces heures-là, vous savez le faire. Ensuite, donc, la Convention nationale se met à jour aussi, notamment par rapport à l'organisation des élections CSE. Et donc je ne reviens pas sur la question de 11 à 20, etc., là, toutes ces questions-là. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que la Convention collective nationale a prévu, a tranché, mais plus exactement, que si aucun salarié ne se porte candidat dans un délai de 30 jours, l'employeur n'est pas tenu d'organiser ces élections. C'est un acte fort parce que c'est la position, c'est la doctrine administrative, mais c'est pas forcément, on pourrait interpréter le code du travail de manière différente. Et donc là, le fait que les partenaires sociaux s'engagent sur ce point-là est un acte fort pour nous parce que cela signifie que dans les entreprises de moins de 20 salariés, le simple fait de porter à connaissance que l'on va organiser des élections et qu'on n'a aucun candidat, le fait qu'on n'en ait aucun, nous permet de ne plus organiser les élections. C'est un point extrêmement important. Donc tout à l'heure, on avait parlé des commissions paritaires hygiène sécurité, donc ça c'est important. La CCN veut remettre en avant cette commission paritaire qui n'est pas suffisamment utilisée dans nos territoires. Donc nous vous invitons à refaire le relais et à essayer de mobiliser les entreprises sur ce sujet-là. Donc voilà. Ensuite, le point suivant, c'est sur la rémunération. Donc la rémunération, elle est liée à la classification d'emploi. Donc vous avez vu tout à l'heure comment on travaille le sujet, des paliers, en cube, un chiffre, hop, une rémunération, parfait.
Sauf que aujourd'hui, nous avons pas mal d'éléments de rémunération qui étaient calés sur les anciennes classifications. Donc, il va y avoir tout un travail réflexif à faire. On en parlera tout à l'heure dans une vidéo suivante, comment ces articulations-là vont se travailler. Par contre, ce qui est important dans la CCN, ça a été de parler des avantages en nature et des prestations en nature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos conventions collectives territoriales, nous avons des choses qui sont parfois aberrantes, voire hors de propos, pour être gentil. Et donc, la CCN nous donne la méthode d'évaluation des avantages en nature. Donc, on s'appuie sur l'arrêté du 17 juin 2003. Donc, cet arrêté est remis à jour tous les ans. Il est disponible notamment sur le site de la MSA. Et on évalue, notamment pour le logement, la valeur du logement en fonction de la rémunération. Donc, ça a moins l'avantage de mettre les choses au clair. Le deuxième point, c'est les prestations en nature. Qu'est-ce qu'une prestation en nature? Donc, c'est une part en monnaie et une part en nature fournie par l'employeur. Et donc là, cette rémunération, elle est proportionnelle au temps de travail. Et la valeur de la prestation en nature est déduite du net à payer, puisqu'elle a déjà été fournie. Donc voilà. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est le déplacement. Sur les déplacements, donc c'est un sujet qui arrive assez fréquemment. Donc, qu'est-ce qu'un déplacement? Donc, on part du principe que le temps de déplacement professionnel, compris dans l'horaire de travail, est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel. Par contre, sont exclus de ces déplacements, c'est les VRP, les salariés au forfait jour. Alors, de par la nature de leur contrat et de la façon dont ils organisent leur travail. Donc, on va venir plus précisément sur un point qui est le trajet domicile et lieu autre que le lieu habituel de travail. Donc, le principe, le temps de déplacement hors temps de travail, ce n'est pas du travail effectif. C'est important de le redire. Et là, c'est confirmé par le texte. Donc, la part de ce temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail sera bien entendu du travail effectif. Par contre, la part de ce temps de déplacement accompli en dehors de l'horaire habituel de travail donnera lieu à une contrepartie financière ou à un repos équivalent qui sera prévu par le contrat et par défaut par la convention. Donc le par défaut, c'est un demi-salaire horaire, c'est-à-dire par temps de déplacement. Donc c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est payé à 12 €. Il fait son temps de trajet, il fait 1 heure en dehors de son horaire habituel de travail. Il aura droit à 12 multiplié par 2 égale 6. Il aura droit à une contrepartie financière de 6 €. Donc, on va prendre un exemple. Vous habitez à 10 km de votre lieu de travail. Il vous faut habituellement 12 minutes pour rejoindre votre lieu de travail habituel. On demande aux salariés de faire une mission dans un autre lieu. Le temps de déplacement est de 30 minutes. Donc, il part avant son horaire habituel de départ pour se rendre sur son lieu de travail, c'est-à-dire il embauche, mettons, à 8h30. Il part habituellement à 8h30, moins de 12 minutes, donc 8h18. Il part à 8h pour rejoindre son lieu de travail. De 8h à 8h18, ce sera ces 18 minutes-là qui auront droit à une contrepartie. Par contre, de 8h18 à 8h30, ce ne sera pas pris en compte parce que habituellement, c'est ce temps-là qu'il lui faut. Pareil pour le retour. Donc voilà. Ensuite, on a le cas pour la notion de travail habituel. Pour les groupements d'employeurs et les CUMA, c'est le lieu de travail chez les adhérents. Donc, c'est-à-dire que là, on ne fixe pas d'office dans le contrat de travail le lieu habituel de travail puisqu'il n'a pas de lieu habituel, mais plusieurs lieux en fonction des missions qui lui sont assignées. Donc voilà, donc ça c'est un point important que l'on connaissait déjà mais qui est réaffirmé.
Ensuite, nous avons sur un autre sujet, ce sont les trajets entre deux lieux de travail. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est de savoir ces deux lieux de travail si c'est pendant la période, dans l'horaire habituel de travail ou entre deux séquences de travail. Donc là, si c'est dans l'horaire habituel de travail, c'est du travail effectif. Mais si ça s'effectue entre deux demi-journées de travail, tout dépendra. On reprendra la même règle qu'on a vue tout à l'heure pour savoir si c'est dans l'horaire habituel, etc. Donc, il reste encore à gérer le grand déplacement. Donc, le grand déplacement, c'est quand on ne peut pas retourner chez soi le soir, notamment. Donc là, on rappelle une évidence, hein, l'employeur pourvoit à l'hébergement et à la restauration. Et par contre, là, on va prévoir une indemnité d'éloignement. Cette indemnité d'éloignement est fixée par la Convention à 5 minimum garantis par nuit d'absence du domicile. Donc voilà, et puis s'il s'est utilisé son véhicule personnel, forcément, il aura droit à une indemnisation des kilomètres parcourus avec son véhicule. Et le barème, il sera déterminé soit entre les parties et à défaut par le barème fiscal. Autre point important, c'est le travail de nuit. Donc le travail de nuit, ce qui est important, on ne revient pas sur la définition du travailleur de nuit, donc, qui est une définition classique. Par contre, la Convention nationale prévoit une contrepartie minimale. Cette partie minimale, ce sera une majoration de 20%. Par contre, un accord d'entreprise pourra la gommer. Ensuite, on a le travail effectué exceptionnellement la nuit. Donc, ce travail exceptionnel la nuit, sur la période nocturne, donc c'est ponctuellement pour une pointe de travail, pour une activité quelconque, soit on embauche plus tôt, soit on débauche plus tard sur la période nocturne. Et donc là, il est prévu par la CCN une majoration de 25%. Toutefois, comme tout à l'heure, un accord d'entreprise pourra gommer cette notion-là. Ensuite, dans la Convention, on a prévu tout ce qui est durée de préavis, tout ce qui est montant de départ à la retraite. Donc bon, je vous laisserai lire ça avec attention. Il n'y a pas de grosse coupe, mais c'est intéressant, c'est important de le relire. Le point fort, je pense, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est quand même les heures de recherche d'emploi, où là, le cadre national, c'est 4 heures par mois pour recherche d'emploi, mais on est bien d'accord, uniquement pour ce qui est licenciement. On exclut d'office tout ce qui est rupture conventionnelle, parce que dans nos accords préexistants, la question pouvait être amenée à se poser, parce que de savoir si la rupture conventionnelle permettait d'obtenir des heures de recherche d'emploi. Donc là, on est à 4. Et le dernier point qui me semblait important d'aborder avec vous, c'est le logement. La libération du logement de fonction, même si c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, mais sur certains salariés qui ont un peu d'ancienneté, c'est un sujet quand même. Et donc la question c'est à quel moment le logement est libéré, dans quel état il est rendu, etc. Et donc là, le principe qui est fixé dans la CCN, c'est à défaut d'accord, le logement doit être libéré à la date de sortie des effectifs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'arrêter complètement la relation contractuelle, puisque le logement est attaché au contrat de travail, à la relation de travail. Toutefois, si on ne gère pas la sortie des effectifs et la sortie du logement de manière concomitante, il est fortement conseillé d'établir une convention qui permettra de gérer les modalités de libération du logement, et notamment pour la partie qui a trait à la rémunération du logement. Puisque la valeur du logement, elle était calculée par rapport à un avantage en nature en fonction de la rémunération. Et donc, il n'y a plus de rémunération, donc quelle valeur locative le bien a. Donc c'est vraiment un point important sur lequel nous attirons votre attention. Je vous remercie de votre attention, je vous dis au plus tard au 16 pour pouvoir échanger avec vous sur tous ces sujets-là. Merci.